Bienvenue au rendez-vous professionnel dédié aux métiers d'art d'excellence organisé par la Chambre des métiers de l'artisanat de Nantes. Je suis Amaury Poudret, designer engagé autour de l'artisanat, des territoires et de l'éducation artistique. Alors ce matin, après avoir exploré 3 parcours bien différents d'artisans et d'entrepreneurs, je vous propose de découvrir 3 nouveaux profils afin de réfléchir ensemble sur l'artisanat et la technique. Alors quelle est la place de la technique dans le métier artisanal ? Comment utilisez-vous le numérique, low-tech ou high-tech ? De la technologie, oui, mais au service de quoi ? Faut-il investir ou capitaliser sur les méthodes ancestrales ? Innover ou résister ? Alors, pas mal de questions. Je vous inviterai, comme ce matin, finalement, à tous participer, à poser des questions, à nous partager vos expériences. N'hésitez pas à participer. On aura une large part à la fin de la discussion à cet effet. Alors, je vais vous présenter et puis je vous laisserai ensuite nous expliquer un peu plus en détail tout ça. Donc, nous avons Manuel Gauthier. Tu es consultant en stratégie numérique responsable, facilitateur, formateur, fondateur de Falloon. Il y a beaucoup de F dans tes qualificatifs. Alors, Falloon est une société qui propose du conseil aux entreprises dans le numérique responsable. Tu es le cofondateur aussi de Cap Low-Tech, une association qui rassemble autour du sujet de la low-tech. Bienvenue Manuel, et merci d'être là. Delphine Deltombe, architecte de formation et mosaïste installée depuis 1998. Tu travailles pour des particuliers, des maîtres d'ouvrage publics et privés, avec des décorateurs, designers et architectes nantais et parisiens. Depuis quelques années, la restauration des mosaïques anciennes fait partie de tes missions à l'atelier. Tu as notamment restauré la mosaïque Lu, proche du lieu unique à Nantes. Et tu nous expliqueras un peu pourquoi c'est important pour toi, ces restaurations. Et je te cite, il s'agit de redonner une nouvelle vie à ces œuvres du passé. Donc merci d'être là aussi. Merci pour votre disponibilité. Et Julien Gobin, tu es philosophe, économiste, auteur d'un ouvrage pertinent qui s'intitule « L'individu fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle » chez Gallimard. Décrypter la métamorphose de l'individu à l'œuvre en Occident sous perfusion technologique. C'est une sacrée thématique. Merci d'être avec nous et bienvenue. Alors, je suis très heureux de vous accueillir tous les trois. Un beau triptyque. Vous pourrez me dire, mais pourquoi sont-ils rassemblés ? Eh bien, il y a un sens. On va pouvoir aborder le sens des techniques au sein même de l'artisanat. Je trouve très intéressant de vous faire dialoguer entre un expert technologique, un expert low-tech, une artisane mosaïque qui ne manipule pas de pixels mais des carrés de faïence. Et je trouve ça assez symbolique. Et d'ailleurs, Delphine, commençons par toi. En quoi ça consiste la mosaïque ? Tu peux complémenter ma présentation. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Merci d'être là, merci Amaury de cette invitation. Alors, la mosaïque, ça consiste en quoi ? C'est l'association de, comme tu l'as dit, plusieurs petits carrés qu'on appelle des tesselles, qui sont de différentes matières. Ça peut être du marbre, ça peut être de la pâte de verre, ça peut être du grès cérame. Et on compose en fait avec ces tesselles pour former une mosaïque, pour former une œuvre. Donc c'est un métier que je pratique donc depuis 27 ans, bientôt. Et après, je ne sais pas la suite de ta question. C'était vraiment pour que tu nous introduises un peu à cette technique très manuelle, artisanale. Et puis éventuellement aussi nous faire le lien entre... C'était pas ma question, hein, mais oui. J'abonde dans ce sens. Par rapport à ta formation d'architecte aussi, et en quoi ta formation d'architecte finalement elle te sert en tant que mosaïste, et puis est-ce que tu n'as jamais vraiment pratiqué en tant qu'architecte ? Non, j'ai jamais pratiqué en tant qu'architecte. J'ai pris une tangente pendant mes études d'architecture. J'ai découvert la mosaïque à travers les œuvres de Gaudi, de Niki de Saint-Phal et autres mosaïstes, et j'ai réussi. Enfin, je me suis inspirée, en fait, je travaille en tant que mosaïste aujourd'hui avec des architectes. Donc ça m'a permis en fait d'avoir un réseau de prescripteurs
qui sont les architectes avec qui j'étais étudiante, qui se sont installés. Et je travaille avec eux aujourd'hui dans la réalisation de mes projets. Très bien. Merci Delphine. Et Julien, ta vision en fait du numérique et de la genèse du numérique, je la trouve très intéressante. De ce qu'on appelle aussi l'IA, l'intelligence artificielle, c'est une industrie générative comme le nomme Asma Mala, c'est très à la mode aujourd'hui. Pour rebondir un peu sur cette pratique artisanale, je me demande, est-ce qu'il y a ou y aura-t-il un lien entre cette discipline on va l'appeler une discipline, hein, l'intelligence artificielle, le numérique, et l'artisanat, actuel ou futur, ou pas de lien du tout? Et est-ce que c'est souhaitable finalement? Alors déjà, pour ça, s'il y a des liens, à mon sens, oui, mais on est un peu au début. Mais il faut voir qu'il y a une affinité, parce que tout le monde dans lequel on est aujourd'hui, l'intelligence artificielle, mais aussi toute la technique, hein, les objets techniques, et même un mode de pensée technique, a évolué depuis les années 40-50, avec les débuts de ce qu'on appelle la cybernétique. Et la cybernétique se détache de l'artisanat, qu'on pourrait appeler des techniques plus rudimentaires, dans le sens où la cybernétique est une façon de réfléchir de manière rationnelle sur la façon la plus efficace d'accomplir une action. Et pour ça, il faut repenser complètement tout le système, le détacher en petites parcelles, le reconfigurer pour atteindre efficacement le résultat souhaité avec un système de pilotage. Et cette discipline, cette vision du monde fait qu'il n'y a pas vraiment de distinction finalement entre un être humain et une machine, puisque les deux ont pour objectif d'accomplir un but fixé. Et petit à petit, quand la cybernétique est apparue, on s'est dit oui, mais jamais une machine ne pourra battre l'homme aux échecs, jamais elle ne pourra traduire une langue. Et finalement, on se rend compte que ce sont des choses qui peuvent être possibles. Et donc la question qui est sous-jacente et que le développement technologique pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui, chez l'homme, relève d'une activité qui ne pourra jamais être automatisée. Et en ce sens, chez l'artisan, on parle beaucoup du tour de main, de l'intuition, de l'intelligence de la main, est-ce que ces choses-là renvoient à une réalité qui ne serait pas rationalisable, pas logique, ou est-ce que la technique pourrait le capter et le reproduire? Et à ce moment-là, ça pose une double question. D'abord, est-ce que ça prendrait en compte toutes les autres valeurs qu'on a dans l'artisanat? Parce que l'artisanat, c'est pas seulement avoir efficacement un objet, mais c'est aussi des questions d'autres valeurs connexes. Ça peut être le lien social, la valeur du temps, la valeur de la transmission. Juste, je sais pas si je te coupe, mais oui. Ça fait penser à Delphine quand je te demandais si tu pouvais déléguer éventuellement la réalisation d'une mosaïque, de telle ou telle mosaïque, et tu me disais non, parce qu'en fait il y a une... Parce que là, tu parlais de le numérique peut-il reproduire du geste, etc. Et tu me parlais de la manière très spécifique qu'ont les mosaïstes d'assembler leur tesselle et la taille, etc. Est-ce que tu peux juste nous toucher un tout petit mot là-dessus? Non, ça y est. La découpe en fait des mosaïques... La façon de tailler, c'est quelque chose qui appartient à chacun. Dans la façon, on peut décider, je ne sais pas, de tailler des losanges régulièrement irréguliers. Et la façon de chacun de faire, on ne peut pas vraiment la transmettre, en fait. C'est quelque chose qu'on a... Et même si moi, je voulais refaire 2 fois la même chose, je ne sais pas si je pourrais le refaire. Donc, c'est de temps en temps, en fait, quand on travaille une mosaïque à plusieurs, parce que ça m'est déjà arrivé, pour qu'on ne voit pas où est intervenu chacun, on change de place. Ah, d'accord. Comme ça, parce qu'une mosaïque, évidemment, c'est que des petits morceaux. Donc, s'il y a quelqu'un qui taille, qui a l'habitude, un peu comme un tic, de faire des choses qui sont plus triangulaires et quelqu'un qui fait des choses plus carrées, pour qu'on puisse pour qu'on ne voit pas à la fin qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé, on est obligé de bouger. Ouais, c'était pour rebondir sur Julien. J'ai coupé ta déroulé. Et donc la question non, alors oui, effectivement. Donc en fait, tu me parlais de donc en quoi le numérique peut ou ne peut pas. Juste pour rebondir, parce que là, avec les mosaïques, c'est flagrant. Il y a énormément d'étapes qui sont... une IA est complètement n'a pas de corps, n'a pas d'incarnation.
Donc à terme, il faudrait éventuellement soit des robots, des choses comme ça, mais la question qu'on peut se poser, c'est il y a une valeur qu'on apprécie dans l'artisanat qui est quand même le tâtonnement, l'imperfection, un certain nombre de choses qui accordent de l'humanité. Et alors on peut tout à fait imaginer des systèmes pervers qui reproduisent cette imperfection de manière automatique, hein. Et ce qui soulève une question peut-être juste que je porte à la réflexion, qui est dans une production artisanale, finalement, on pourrait avoir une excellente imitation aussi, hein. Et est-ce que c'est pas finalement le récit qu'on porte sur l'œuvre ou sur le produit qui nous importe plus que la réalisation? Je prends un exemple assez différent. C'était pendant les Jeux Olympiques, il y a eu Céline Dion qui a chanté, et il s'est avéré qu'elle était assistée par une IA ou un logiciel. Sur le moment même, l'émotion a été extrêmement intense pour les personnes. Quand on a appris que c'était truqué en partie, il y a une énorme déception. Mais l'émotion pourtant avait été telle. Et c'est le récit qu'on a autour de l'œuvre qui crée finalement le véritable attachement, la véritable valeur. Manuel, ta vision du numérique m'intéresse aussi. J'aimerais bien t'entendre là-dessus, sur peut-être des retours d'expérience. Bon, en définitive, c'est quoi la low-tech déjà? Peut-être aussi resituer un peu tes activités et comment tu les structures. On va avoir enfin la réponse de ce qu'est la low-tech. Et finalement, ouais, puis c'est un mot très, très à la mode aussi, on l'entend beaucoup, au même titre finalement que l'intelligence artificielle. Voilà, ce sont des mots qui sont antinomiques, mais finalement, peut-être pas, je sais pas. Ouais. Du coup, je vais resituer un petit peu comment je suis rentré dans la low-tech, du coup, ça peut être pas mal. Moi, j'ai passé plus de 25 ans dans le monde du numérique. À la base, je suis électricien, mais voilà, je suis tombé dans le monde du numérique. Et je suis aussi, je suis assez sensible depuis très longtemps aussi aux sujets environnementaux. J'ai été sensibilisé à la lecture d'un livre de Joël de Ronet qui s'appelle Le Macroscope, dans les années 90, et qui permet de voir à quel point tout notre monde est interconnecté. Et du coup, ça a cheminé. Et nous environs de 2020, en fait, je me suis reposé la question, parce que dans le monde du numérique, on ne se pose jamais de questions sur l'impact ou quoi que ce soit. Enfin, jusqu'à très récemment, en fait, on se posait jamais ces questions. Et je me suis mis à lire le livre de Philippe Biwix qui s'appelle L'âge des low-tech en 2020, que j'avais dans ma bibliothèque depuis trop longtemps, mais pris par mon travail, je n'avais pas pris le temps de le lire. Et je me suis dit en fermant le livre que le meilleur moyen d'aborder le monde qui vient de façon optimiste et positive, c'était de faire de la low-tech. Et du coup, qu'est-ce que c'est que la low-tech ? La low-tech, on dit que c'est une approche qui vise à confronter les objets ou les services qu'on veut produire selon 3 axes, selon 3 angles. C'est ce que le Low-Tech Lab de Concarneau a proposé, qui sont de savoir si le service ou l'objet est utile, s'il est utile, donc est-ce qu'on a vraiment besoin, est-ce qu'il va vraiment être pertinent pour les gens qui vont se l'approprier, est-ce que c'est accessible à tout le monde au sens financier, mais aussi de capacité à manipuler l'objet ou le service, et si c'est durable, du coup, si ça rentre dans ce que peut soutenir notre planète, en fait. Du coup, ça, c'est les grandes lignes. Et tu m'as présenté tout à l'heure comme un expert de la low-tech, mais en fait, je pense qu'on est tous experts de la low-tech, en fait, parce qu'on est tous experts de notre quotidien, et que vous savez tous, à partir du moment où vous vous posez une question sur quelle technologie je vais utiliser, quel objet je vais employer pour tel besoin, et ben vous commencez déjà à vous questionner sur l'usage, sur son accessibilité, si vous allez pouvoir le réparer ou pas, si vous acceptez de ne pas pouvoir le réparer parce que c'est un outil trop compliqué, etc. Et donc du coup, vous faites déjà une démarche low-tech, en fait. Et en ce sens, pour moi, on est tous des experts de la low-tech. Et en résumé, la low-tech, c'est une approche de sobriété et de techno-discernement. Après, on pourra en parler plus spécifiquement sur le numérique, mais pour aborder nos besoins du quotidien, en fait. Du coup, Delphine, tu es une artisane low-tech ou... 100% low-tech. Parce que je voulais te demander justement si tu utilises des technologies numériques ou absolument pas. Est-ce que tu as ce discernement-là dans ta pratique, et si oui ou non, comment tu composes avec tout ça, et c'est quoi la place de la technique? Alors, moi, je suis complètement low-tech parce que je travaille... dans mon atelier, il y a des pinces, il y a des martelines, il y a des petits carreaux de pâte de verre, il y a des morceaux de marbre, il y a des morceaux de grès cérame. J'ai un ordinateur, mais qui me sert plus à envoyer des mails. Et donc, je suis vraiment complètement low-tech. Après, tout ce qui est conception
je le fais à la main. Et comme je travaille pas seule, souvent dans la conception, je travaille pas seule. Je travaille avec des graphistes, avec des illustrateurs, avec des architectes, avec des designers qui, eux, ont accès à la technologie. Mais on compose ensemble, mais c'est vrai que je ne m'en approche pas. Okay. Par choix? Oui, par choix. Enfin, par choix, oui, par choix. Okay. Je tiens juste à faire une petite précision, en fait. On ne peut pas dire de quelque chose qu'il est low-tech. La low-tech, c'est que du relatif, en fait. Je vais donner juste un exemple tout simple. Pour se déplacer, on peut prendre une voiture, mais si on veut avoir une démarche un peu plus low-tech que la voiture, on va peut-être prendre un vélo, par exemple. Et si on veut être encore plus low-tech, on peut aller à pied, on peut faire de la marche à pied. Et encore plus low-tech, on peut même faire de la marche à pied sans chaussures, par exemple, vraiment sans aucun objet, outil entre nous et notre besoin. Donc c'est ça plutôt la low-tech, c'est de questionner en fait le niveau de technologie qu'on met en face d'un besoin. Typiquement, si c'est prendre sa voiture pour aller chercher son pain à 3 km, bah, peut-être que le vélo ou la marche à pied est plus pertinent. Du coup, la low-tech, c'est décroissant? C'est décroissant. Décroissant. Selon moi, c'est un outil d'une décroissance de notre usage massif de technologie et de services dans notre société, probablement. Il y a un aspect politique, quoi. Ouais, c'est une démarche politique. À partir du moment où on se questionne sur notre quotidien, sur nos modes de vie, là on a parlé plutôt d'un angle plutôt technique, puisque c'est la porte d'entrée de la low-tech, se questionner la technique. Parce qu'il y en a plein d'autres portes d'entrée pour questionner nos modes de fonctionnement dans la société. Mais typiquement, la low-tech tire aussi ces aspects-là, en fait, de questionner le rythme de nos vies, parce que souvent, le numérique, notamment, beaucoup tire une accélération massive de notre société, de nos modes de travail, de nos modes de vie, de l'attention qu'on peut avoir aux choses, en fait. On sait maintenant que les téléphones portables, enfin les applications de réseaux sociaux, typiquement sur nos téléphones portables, ont beaucoup de vocation à absorber notre attention. Et donc c'est du temps qu'on ne consacre pas à autre chose, typiquement à des actions manuelles peut-être, etc. Et donc c'est en ça aussi où la low-tech tire une dimension politique aussi, en nous questionnant sur le rythme de nos vies et notre rapport au temps également. En fait. Et Julien, du coup, ça me fait penser à cette question de, finalement, pour toi, c'est quoi un artisan? Qu'est-ce qui définit un artisan? Tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, mais... Oui, peut-être que je vais dire des énormités parce que je ne suis pas artisan, mais ce qui me semble le plus important, c'est le contact avec le réel, contrairement à un processus industriel, et donc une autonomie assez forte de l'artisan sur les étapes de création de l'objet. Et je pense que l'arrivée progressive de la technologie peut rebattre les cartes. Alors bon, il y a, pour le métier de l'artisanat, je pense, c'est que la grande inertie que crée la cybernétique, c'est finalement de se charger de la réalisation des buts intermédiaires. Vous avez votre but initial, qui peut être créer un objet, et ensuite on peut externaliser, déléguer. Un exemple simple, c'est que vous avez un bateau, il y a le capitaine, le timonier qui est à la barre, celui qui est à la rame, et puis petit à petit, on remplace celui qui est à la rame par une machine, celui qui est à la barre, et à la fin, il n'y a plus que le capitaine qui dit « je vais aller là-bas ». Ce qui donne aujourd'hui pour des drones qui sont des bateaux, on voit ça en Ukraine par exemple. Et donc pour l'artisan, eh bien, est-ce que le métier ne se transforme pas quand même? Et pensez à des tâches qui autrefois vous étaient réservées et qui peuvent être désormais externalisées. Et la trajectoire, en tout cas à long terme, il y a des obstacles techniques très forts parce qu'évidemment le réel est tellement complexe que pour l'instant il n'en est pas question. Mais il y a certains métiers, je pense à des métiers plus en lien avec l'image, où finalement l'intelligence artificielle peut produire des images, peut faire des plans. Et c'est tout un ensemble de choses où l'artisan se transforme non plus en celui qui a en charge tous les buts intermédiaires, et c'est dans ces buts intermédiaires qu'il y a énormément de valeurs qui émergent. On peut changer de trajectoire, on peut apprendre de nouvelles choses, on peut découvrir soi-même son travail en réalisant. En revanche, il devient le donneur d'ordre initial. Je voudrais quelque chose comme ça. Une grande partie du travail est faite, et ensuite, il peut corriger. Mais donc, son emprise, son autonomie est diminuée. Et donc, le métier perd en indépendance en ce sens. Ce qui ne veut pas dire forcément que c'est mal, mais c'est peut-être le réel est petit à petit écarté sur certains points. Et jusqu'où? Là, pour l'instant, il y a évidemment on n'est pas à un point où tout a été grignoté, mais il faut voir à long terme cette dynamique. Voilà. Je pense que je crois t'avoir entendu parler de la société du ressenti. Ça te parle quand je te dis cette notion? Parce que j'ai tendance à imaginer, moi, l'artisan ou l'artisane comme plutôt relié à ses ressentis, à son corps, à ses gestes.
Et voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, la société du ressenti? Justement, être relié à son corps, à ses gestes, c'est être relié aussi au réel. Et c'est le réel, qu'est-ce que c'est? C'est un mot général, c'est pas juste ce qui existe. C'est la limite. Tout ce qui vient poser une barrière à notre volonté. On veut quelque chose, et ben voilà, il y a la matière, il y a la vie qui n'est pas infinie. Il y a tout le contrôle de son environnement. Le contrôle de son environnement. Et en fait, paradoxalement, c'est dans cette barrière qu'on prend à la fois conscience de soi, mais qu'on peut donner du sens. Parce que quand il n'y a plus aucune limite, en fait, là, il y a des crises de sens aussi. Quel est mon but? Le but se fixe souvent par rapport à ce qui vient s'opposer à notre but. Et donc, être en contact avec le réel, évidemment, mobilise énormément de sensations, d'affects, d'instincts qui sont typiquement humains et qui, dès qu'il y a un travail face à la matière, on sent beaucoup l'humanité. Alors que dès qu'on est dans une automatisation, évidemment, on sent une désincarnation. Mmh. Et Delphine, du coup, d'où vient ta responsabilité envers le passé? Parce que je citais tout à l'heure, là, tu parles de ta responsabilité, en fait, de redonner vie au passé. Dans quel sens ton rapport... quel est dans ce sens ton rapport avec les nouvelles technologies? Mais ça, tu nous l'as un peu évoqué. Mais en gros, c'est quoi cette responsabilité, en fait, envers le passé, dans le fait de redonner vie au passé, de s'attacher à l'artisanat? Parce que là, on parle d'autonomie de pensée, avoir un peu une prise sur son réel, ne pas se laisser embarquer dans des techniques qu'on ne comprend pas, etc. Je sais pas, est-ce que toi, tu as une position par rapport à ça, dans le fait de vouloir enrichir ton activité de restauration, de pièces? Est-ce qu'il y a une espèce de prise de position par rapport à ton activité là-dessus? Alors, je ne sais pas s'il y a une prise de position, en fait, de décider de restaurer des œuvres, que ce soit des œuvres des années 30. Ça se fait naturellement, c'est-à-dire qu'une mosaïque qui est un 1% artistique des années 70, par exemple, avec des tesselles qui se décollent, on a une œuvre qui est en train de se désagréger et bon, il y a quelque chose de triste juste là-dedans. Donc, quand on me demande d'intervenir pour la restaurer, mon travail, c'est quelque chose qui se voit et qui ne se voit pas. C'est-à-dire que je pars de quelque chose qui est abîmé et j'arrive à quelque chose qui n'est pas réparé, mais qui est comme neuf. Et en fait, si mon travail est bien fait, il ne se voit pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait jamais vu l'œuvre dégradée arrive et voit l'œuvre comme elle était peut-être il y a 50 ans, peut-être il y a 70 ans. Mais si j'ai bien fait mon travail, en fait, on ne voit pas où je suis intervenue. Alors ça implique de savoir lire une mosaïque, de savoir... alors quand je dis lire une mosaïque, c'est voir dans quel sens sont positionnées les tesselles. Au début, je sais pas, là il me vient en tête une œuvre que j'ai restaurée à la fac de lettres de Georges Morin, où il y avait des formes... on avait l'impression que c'était que des aplats, et en fait non, il y avait vraiment des lignes de composition, et donc on rentre vraiment dedans pour retrouver et essayer d'être au plus près. Alors les matières, je les connais, je les identifie, donc je sais où, j'ai la chance parfois qu'elles existent encore, et j'essaye de faire en sorte qu'à la fin ça ne se voit pas. La gare de Nantes, sur laquelle il y a une façade concave avec une mosaïque, on se dit il y a 2-3 couleurs, en fait il y en a 27. Et si je vais restaurer cette mosaïque, je sais qu'il va falloir que je trouve les 27 couleurs qui existaient. C'est plus ça qui t'anime que la conception, que concevoir de la nouvelle mosaïque? Non, les deux m'animent. C'est deux boulots vraiment complètement différents. Complémentaires, différents, mais j'aime autant créer que faire revivre des œuvres anciennes. Pour refaire le rebond sur l'artisanat, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Cet après-midi, on est plus à parler de philosophie, une sorte de philosophie de l'artisanat par rapport au réel. On parlait de réel, on parlait du manuel, de prise avec son réel, avec les techniques, mais plus les techniques de la main, pas forcément les techniques numériques. Tu m'évoquais William Morris, Manuel, et 3 principes que nous avions soulevés ensemble pour atteindre une vie équilibrée. Le bon sens, la maîtrise de ses outils et pouvoir choisir ses dépendances. Le statut d'artisan me semble assez proche de cet idéal d'autonomie, de pensée et d'action. Je ne sais pas si c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans cet esprit low-tech. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu?
Ouais, je parlais de William Morris aussi, qui explicitait quand à la Donc fin le fondateur des Art and Craft. Ouais, c'est ça. À la fin du 19e siècle, quand l'industrie arrivait et qu'on commençait à fabriquer des objets à la chaîne, en grande production, il alertait sur le fait que les artisans allaient peut-être disparaître. Et à travers ça, il expliquait que tout le monde avait le droit d'avoir du beau chez lui, en fait. Mais ça ramène aussi au travail de la main, au travail manuel, à ce qu'on fait par soi-même. Et typiquement, la low-tech a aussi cette démarche-là, de montrer aux gens qu'on peut se réapproprier les techniques du quotidien ou des techniques qui vont nous permettre de nous aider au quotidien. Ça me fait penser à un truc on va sortir du numérique totalement, mais par exemple, nous, dans l'asso, on a vocation à sensibiliser autour de ces aspects-là. Et ce qu'on a remarqué sur des festivals, en rencontrant les gens, c'est qu'en leur faisant faire des objets assez simples, on fait faire par exemple des cuillères en bois ou juste découper du bois, en fait. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui n'ont jamais manipulé d'outils, de scie. Et rien que le fait d'avoir un outil entre les mains et de le manipuler, j'ai vu des gens avoir les larmes aux yeux, en fait, et ça peut paraître assez anodin. Mais parce qu'à travers ce geste, probablement qu'ils s'apercevaient qu'ils étaient capables de faire des choses, en fait, et de reprendre une sorte d'emprise, d'avoir une sorte d'emprise sur leur quotidien. Et le terme accessibilité de la low-tech, typiquement, il a cette vocation-là aussi de montrer qu'on peut se réapproprier des choses, et parce qu'on est quand même entouré de beaucoup d'objets qu'on appelle boîtes noires. Je pense que personne dans cette pièce n'est capable de savoir exactement comment fonctionne son téléphone portable, par exemple, son smartphone, ou plein d'outils de notre quotidien. Et du coup, la low-tech aussi, en reprenant les objets à la base assez simples, en fait, une cuillère en bois, un petit four solaire avec du bois et du verre, et ça permet de se réapproprier des objets qui vont ensuite nous permettre de nous poser des questions. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, la low-tech, c'est avant tout se questionner, en fait, sur les technologies qui nous entourent, tous les ustensiles, tous nos pratiques, nos modes de déplacement, nos modes de travail, nos rythmes de vie, en fait. Et pour essayer de revenir à des choses plutôt humaines, du coup, se recentrer sur soi-même, parce que si on est tout le temps dans le virtuel, peut-être qu'on perd un peu de sens. Et on remarque aussi que si on se ressente un peu sur nos valeurs humaines, eh bien nos empreintes, alors je vais revenir sur un angle plutôt environnemental, vont diminuer aussi, en fait. On aura moins d'impact parce que malgré tout, tous les outils numériques dont on parle aussi, IA y compris, ont un impact phénoménal, mais on pourrait y revenir après, où je l'aborde dès maintenant. On pourrait y revenir. Je me demandais du coup en t'écoutant parler, pourquoi est-ce que tu n'es pas artisan finalement? Je me dis, parce que voilà, tu es beaucoup, tu as un discours quand même, peut-être tu pourras me contredire, mais qui est finalement pas du tout numérique. C'est-à-dire, et je me posais la question, pourquoi est-ce que tu es consultant numérique, ce qui est marqué sur l'écran? Pourquoi tu travailles dans le numérique? C'est une bonne question. C'est peut-être pour ça que j'ai cofondé avec d'autres personnes Caplotech, justement, peut-être pour remettre la main. Et typiquement, c'est des questions qu'on se posait quand on a créé l'asso, c'est qu'il y en a il y en a un qui était plombier à vélo, mais qui souffrait du fait de il travaillait que 2 ou 3 jours par semaine, et il trouvait ça bien d'avoir un équilibre entre plombier à vélo, où il avait un travail manuel, et le fait de se remettre devant un ordinateur, réfléchir à comment on peut faire à travailler, à organiser l'association, des choses comme ça. Et on trouvait que ça peut être un rythme assez pertinent, en fait, de questionner aussi notre rythme de travail. La société, on a une habitude de travailler 5 jours par semaine à temps plein. C'est la norme, on va dire. Mais typiquement, nous, la question dans Caplotech, c'est aussi de se dire qu'on va questionner notre rapport au travail. On est dans l'expérimentation, c'est ce qui nous rapproche probablement de l'artisanat, de ce que j'entendais tout à l'heure. Et on expérimente aussi nos modes de fonctionnement. Pourquoi ne pas se dire qu'on travaille que 1 ou 2 jours par semaine pendant 1 mois, et puis après 5 jours par semaine, parce qu'on a besoin, soit financier, soit qu'on a envie on a l'énergie de porter un projet qui se passe à ce moment-là. Et donc c'est aussi cette expérimentation qu'on essaie de mener au sein de cette association. CAP, ça veut dire Coopérative d'acteurs professionnels de la low-tech. L'idée, c'est aussi de dresser l'angle low-tech qui a plutôt une image do-it-yourself, historiquement, pour essayer de professionnaliser la démarche et, in fine, peut-être créer ou faire émerger un artisanat low-tech de personnes qui seraient susceptibles justement de répondre à des questionnements du quotidien pour des particuliers, mais aussi pour les entreprises. Il y a des démarches qui commencent à émerger dans le monde de la low-tech pour accompagner les entreprises, par exemple, à adresser le sujet de l'intermittence de l'énergie.
C'est venu par un artisan qui fait du pain, un artisan boulanger, qui fait du pain avec un four solaire. Arnaud Créteau, en Normandie, qui fait du pain avec un four solaire. Donc du coup, il s'est questionné sur à quel moment faire telle chose dans sa pratique de fabrication du pain, en fait, parce que son énergie, elle sera intermittente, et en plus, il ne sait même pas à l'avance, globalement, de combien de temps il disposera d'énergie. Donc ça l'a questionné sur l'organisation de son entreprise, et on a vu ils ont vu aussi que cette démarche pouvait être déployée dans plein de domaines. C'est une porte d'entrée, en fait. C'est une porte d'entrée de remise en question de choses qu'on ne remet pas forcément en question. On en parlait tout à l'heure sur le côté... en fait, pas forcément, j'allais dire numérique, mais c'est pas forcément numérique, parce qu'on peut avoir des petites machines qui sont outils de do-it-yourself dans le numérique et du craft numérique finalement. Mais on a des sociétés aujourd'hui, enfin pas des sociétés privées, mais des sociétés à l'échelle des pays qui nous donnent des guidelines. C'est presque une religion en fait, et on va la suivre sans forcément la remettre en question. On en parlait. Et je ne sais pas si tu peux peut-être nous rebondir là-dessus sur ces sortes de croyances collectives. Et j'ai l'impression que finalement ce que cite Manuel, par rapport à tout ce qu'il évoque sur le low-tech, ce serait presque une porte d'entrée pour un petit peu hacker ce système qui est finalement appliqué par tout le monde, par tous. Et ça va jusqu'au rythme de travail, de se dire bah tiens, pourquoi je ne travaillerai pas juste 2 jours par semaine et pendant 4 jours je fais mon potager, du coup j'atteins de l'autonomie, donc du coup j'ai moins de dépenses, donc etc. Enfin, ça peut hacker un peu toutes nos croyances en fait. Oui, et c'est un système qui est un petit peu pervers dans le sens où la technologie, évidemment, elle est très séduisante parce qu'elle renforce un élément très important dans nos sociétés qui est l'autonomie. Être plus indépendant en apparence, hein, évidemment, on peut se déplacer, on peut appeler qui on veut, on peut être plus productif, qui est aussi une des grandes valeurs dans le monde du travail. Donc tout ça fait que se barder de technologie nous donne le sentiment de pouvoir accomplir plus de choses, mais cela a un effet un peu pervers, c'est qu'une technologie, et c'est un peu ce que disait Manuel, c'est pas juste un outil, c'est bien ou c'est mal selon l'usage, comme le marteau, on peut tuer quelqu'un ou planter un clou, c'est qu'elle recompose complètement le paysage, elle recompose les relations humaines, et quand elle est utilisée, elle reconfigure nos rapports sociaux. Et là, en l'occurrence, un des grands sujets, c'est le lien social. On a moins besoin des autres parce que la technologie permet de faire des choses que d'autres pouvaient faire pour nous à notre place, donc il y a moins de sentiment, en tout cas immédiat, de vulnérabilité. En revanche, le prix à payer, c'est une extrême dépendance à l'égard de tout le système, une augmentation évidemment de tout le coût écologique aussi, mais donc c'est une autonomie qui est une illusion d'autonomie. Et dès que si vous n'avez plus de téléphone, à un moment la batterie tombe en panne, tout à coup vous vous rendez compte que vous allez parler aux gens et autrui redevient une valeur importante parce qu'on prend conscience qu'en fait on est assez vulnérable, mais ça on s'en rend pas compte parce que la technique crée une barrière assez forte, et plus elle progresse, plus cette barrière est épaisse entre nous et le monde extérieur. On appelle le technococon, ce que Alain Damasio appelle le technococon. Oui, absolument. Et donc voilà, une technologie n'est pas neutre en soi, elle reconfigure nos rapports. Et donc derrière l'idée de low-tech, en fait, c'est moins de technique, mais pour faire sans doute émerger des valeurs que la technique vient étouffer. J'ai eu cette expérience, moi j'avais plus de batterie, j'avais plus de moyens de recharger mon téléphone. Comment ça s'est passé ? Ah non, c'est mon téléphone qui était cassé, enfin il ne marchait plus. Et je me suis retrouvé comme ça dans la campagne en revenant d'un atelier artisanal perdu dans les bouchons au nord de Nantes. Et donc j'ai dû effectivement m'arrêter, demander aux passants. En fait, j'ai eu ce lien social finalement qui est revenu alors que j'étais dans mon espèce de voiture safe. Et non, du coup, ça me parle dans mon corps. Ça me parle demander son chemin dans la rue maintenant, c'est quand même suspect. Quelqu'un qui vient, on se dit qu'est-ce qu'il veut parce que normalement, il n'a pas besoin de moi. Donc, il y a forcément, il veut quelque chose, il veut de l'argent. Je pense qu'il y a des compétences sociales, de la calibration sociale qui a à réapprendre en fait par rapport à ça. Et j'ai évoqué Alain Damasio tout à l'heure que j'avais vu en conférence lors du salon Les Utopiales. Il parle du capitalisme numérique qui mène une attaque générale sur les liens, visant à les casser dans le réel pour les reproduire sur les réseaux, et ainsi que chacun laisse des traces numériques permettant aux sociétés privées de tout tracer et contrôler à des fins commerciales et prédictives. Ça fait très conspirationniste, dit comme ça. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui se produisent, en fait.
Oui, c'est tout le principe de ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. Ça ne veut pas dire qu'on vous observe pour une dictature. C'est de récolter au maximum les données que vous émettez pour prédire vos comportements et donc vendre des publicités qui seront extrêmement ciblées. C'est pour cela que si on ne fait pas attention, aujourd'hui les jeunes par exemple d'une vingtaine d'années, c'est à peu près 4 heures par jour sur les réseaux. Pourquoi ? C'est pas qu'il y a un bénéfice incroyable, c'est qu'il y a énormément de techniques qui ont été mises en place par des psychologues, par les neurosciences pour nous rendre captifs en jouant sur des biais. Mais pourquoi nous rendre captifs ? Parce que plus on est sur la plateforme, plus on émet de données, plus on est prédictible et donc plus on peut être monétisé. Et donc l'idée à terme, c'est de généraliser au maximum des actions qui peuvent générer des données. Donc même si vous avez une montre connectée, c'est toujours ça de gagner. Les déplacements GPS et rendre virtuel le maximum de choses afin que l'ensemble de vos comportements et pourquoi pas des pensées, tout ce que vous faites, ce que vous regardez, à quel endroit, etc. Ça, c'est toujours des données en plus qui peut avoir par corrélation une vertu de prédire un petit peu qui vous êtes, mieux faire un profilage des personnalités et orienter les comportements, donc monétiser nos personnes. Tu veux rebondir là-dessus ou pas, Manuel ? Oui, je veux bien. Tu as parlé de moins de technologie tout de suite en parlant de la low-tech par exemple. Alors, je vais juste repréciser les choses. La low-tech, elle n'a pas vocation à dire qu'on veut moins de technologie parce qu'on est déjà dans un monde très technologique. On a un certain nombre de technologies qu'on maîtrise. L'idée, c'est pas de revenir en arrière. On reviendra de toute façon jamais en arrière parce qu'on a tous un capital technologique. Cependant, en fait, l'idée, c'est de se dire que de se poser la question de savoir la pertinence de la technologie qu'on met en face du besoin ou de la problématique qu'on a réglée en fait. Et là, dans la société dans laquelle on vit, on ne se pose pas ces questions. Il y a un impensé de la technologie. Il y a la notion du progrès numérique qui s'instille en permanence dans nos vies en fait. Donc l'IA est un des derniers exemples. Et du coup, on ne le questionne pas en fait. On trouve ça super sympathique, on fait plein de choses qu'on n'aurait pas imaginées auparavant, donc c'est satisfaisant, c'est stimulant intellectuellement. Mais in fine, quand on regarde vraiment tous les usages, eh bien, on ne voit pas toujours en fait les effets, les biais à long terme. On appelle ça les effets rebonds typiquement. Il y en a plein de différents d'effets rebonds. Mais, et du coup, on ne se rend pas compte de l'impact, que, comme tu disais tout de suite, que ça va avoir sur la société, sur le comportement individuel, le comportement de chacun en fait. Du coup, la low-tech, c'est aussi une manière de questionner l'usage de nos techniques parce que, juste pour recentrer le sujet sur l'aspect de notre société aujourd'hui, on est dans une situation assez faramineuse parce qu'on n'a jamais, l'humanité n'a jamais eu autant d'énergie qu'aujourd'hui en fait, à disposition. Et en fait, et c'est hyper précieux, toute cette énergie. Et on peut imaginer que de la dilapider dans plein d'objets différents qui réclament énormément de ressources, énormément d'énergie pour être collectés, fabriqués, etc. À titre d'exemple, pour votre téléphone portable, eh bien, il faut environ 70 kg de terre qui sont extraits pour pouvoir fabriquer juste votre téléphone portable de quelques dizaines de grammes. Et ça, si vous faites à l'échelle de tous les appareils, les terminaux numériques qu'on appelle comme ça, en France, on a 800 millions de terminaux numériques en circulation. Eh bien, je vous laisse faire le calcul sur la quantité de terre, de ressources et d'eau dont on a besoin pour réussir à extraire tout ça. Tout ça pour dire que là, on dispose d'un certain capital numérique, d'outils en fait, et qu'il serait assez pertinent vu que probablement que la situation faramineuse d'énergie qu'on a aujourd'hui va probablement pas durer, et d'essayer de les diriger vers pour préparer probablement le monde d'après, du coup, quand on aura moins d'énergie, moins d'énergie fossile pour se déplacer, etc. Comment on va réussir à stabiliser notre société, comment on va continuer à fonctionner avec un certain niveau de confort, tous. C'est un peu ça que questionne aussi la low-tech, en fait. Essayer de préparer la suite, parce qu'on sait que probablement, elle ne sera pas aussi immense que ce qu'on vit aujourd'hui. Un peu plus de frugalité, ça me fait penser à, du coup, je le citais ce matin, Olivier Amand, qui dit que dans tout être vivant, dans un environnement d'abondance, en fait, naturellement, il y a de la compétition qui va se mettre en place. Et dans un environnement plutôt frugal, ça va plutôt être de la coopération. Donc on est certainement invité à développer la coopération d'expertise, de compétences. Delphine, du coup, tu es une résistante, en fait.
je vais continuer là-dessus, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes qui se côtoient et je pense que c'est pas aussi binaire et je serais très heureux d'entendre des artisans qui utilisent le numérique d'une manière spécifique, puisqu'il y a certainement d'autres exemples dans l'artisanat. Mais j'ai l'impression qu'il y a le monde réel et le monde immatériel. Tout ce qui nous rapprocherait de la réalité matérielle nous sortirait de notre techno-cocon que j'ai cité tout à l'heure. Et je me demande ce que tu vis, Delphine, quand tu réalises tes mosaïques, qui sont finalement dans le réel, donc c'est avec tes mains. Et il y a presque comme quelque chose de charnel, en fait, avec tes fabrications, un état d'esprit. Peut-être tu as un état d'esprit pendant la réalisation, une sorte de détachement ou un truc ultra dans l'instant présent. Mais complètement. Complètement. C'est, quand on parle, c'est un mot que mes enfants et les ados disent tout le temps en ce moment, c'est satisfaisant. Et, pourquoi ils disent ça? Je sais pas, moi, mes fils disent « Ah ouais, c'est hyper satisfaisant de faire ça ». Et le mot satisfaisant, alors je trouve ça super parce qu'on a enfin un mot qui est mieux que kiffant ou j'adore. Et il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose de satisfaisant en ce qui me concerne quand je réalise des mosaïques à l'atelier. De l'achèvement, quoi. Oui, l'achèvement. Visualiser quelque chose que je fais de mes mains, savoir. Alors, quand je commence une mosaïque, le premier mètre carré, je suis un peu tendue parce que je veux savoir combien de temps je vais mettre pour le faire. Quand c'est une grande mosaïque, à partir de 8 mètres carrés, pour moi, c'est une grande mosaïque. Et le premier mètre carré, il compte vraiment et je suis un peu stressée. Mais à partir du moment où j'ai mis en place les gestes, où j'ai mis en place le dessin, où j'ai mis en place la méthode avec laquelle je vais réussir à faire cette mosaïque, il y a quelque chose vraiment de satisfaisant. Et le geste est important, la façon de tailler. Quand on taille à la marteline, et où du coup le geste est différent de quand on taille à la pince, c'est pas forcément évident, mais si on pense mentalement que ce morceau de marbre, je vais le tailler comme ça, et je mets vraiment l'énergie dans le coup de marteline, et je vois le morceau taillé, j'arrive à le tailler. Si je vois pas le morceau taillé et que j'essaye, la marteline, elle rebondit sur le marbre. Comme quelque chose de mystique. Un peu, peut-être un peu. C'est un peu ça, on est incarné, donc en fait c'est oui. l'instinct corporel, et on oui. n'a pas perdu dans sa tête, dans son ego, dans son mental. Non. Et donc tu es incarné tu es obligé d'être concentré, d'être focus sur ce que tu es en train de tailler. C'est pas un hasard si la mosaïque, on en fait dans les centres de rééducation. Oui, de rééducation, ouais. Ouais, ça me fait. Alors, avant de. Je vais vous solliciter pour poser vos questions, vos réactions aussi, parce qu'on parle de choses qui sont très chaudes. Ce sont des sujets qui sont vraiment qui peuvent être critiqués, je sais pas. Mais en tout cas, je me dis finalement que de quelle société voulons-nous en fait? La technologie, ok, mais pourquoi faire? Ces outils, on les met au service de quoi? Et finalement, pour revenir à notre sujet, quelle est la place de l'artisanat dans la société que nous voulons construire? Je ne sais pas si vous avez une réaction là-dessus. Puis on vous donnera la parole pour différentes questions. En fait, pour avoir discuté avec certains artisans sur l'espace, je m'aperçois en fait que la technologie, elle est déjà dans l'artisanat en fait. Que pour certains, ils utilisent à 20-30% des outils numériques très, très performants en fait, pour les aider, et m'ont-ils expliqué pour certains pas spécialement faire le dernier geste en fait, qui sera toujours de meilleure qualité visiblement de leurs mains, mais qui pour autant en fait la technologie est déjà rentrée en fait dans leur mode de fonctionnement, et je le dis, c'est ce que j'ai compris en tout cas, et ce que j'ai compris c'était pour des raisons de rentabilité, de temps passé, de pertinence du geste par rapport au résultat final, donc peut-être pour dégrossir des pièces, des choses comme ça. Et donc en fait oui, la technologie, j'ai le sentiment qu'elle fait déjà c'est déjà une partie prenante des artisans d'art peut-être, mais peut-être qu'ils n'ont pas tous la maîtrise de ces techniques-là justement. Et du coup ils se sont rendus aussi peut-être dépendants de prestataires, de machines, etc.
Et la question que je me poserais ou je leur poserais, moi, ça serait de savoir s'ils sont capables de revenir en arrière, typiquement, et de refaire un objet de A à Z sans numérique, sans les technologies de pointe, en fait. Et de quoi on parle, par exemple? De quelle machine? De quel exemple précis? J'avais un exemple sur le bois, par exemple. Donc découper des pièces de bois grossièrement, en fait, et de les finir à la main, au numérique, avec des machines numériques, ou de composants de fibres de verre, des choses comme ça, en fait, de ce que j'ai compris. En fait, ça donne de découper au numérique, etc. Enfin, finalement, ça oriente l'esthétique aussi. Ça oriente une pratique, ça oriente l'esthétique. Et je me dis, ok, en fait, à partir du moment où on maîtrise cet outil et qu'on sait ce qu'on fait, et puis si on ne le fait plus au numérique, ça prendra plus de temps, mais ce sera une autre esthétique, ce sera une autre commercialisation, un autre prix. Aussi, en fait, ça remet tout en question. Quand je dis ça, moi, je fais juste une constatation. En fait, j'ai pas de jugement parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est à chacun de s'approprier les techniques à la hauteur de ce qu'il est ok, ce avec quoi il est ok, en fait. La seule chose, c'est que nous, collectivement, on soit conscients des dépendances auxquelles on se raccroche avec certaines technologies. Ouais. Si on revient sur l'IA, typiquement, effectivement, ça c'est sous-tendu par des data centers, des infrastructures informatiques extrêmement puissantes et gourmandes en ressources, mais ça a aussi un impact social. On sait que pour entraîner des IA, c'est des gens à qui on montre des images, pas pour les qualifier justement des images ou des choses pas très soutenables humainement, en fait, et que c'est des gens qui ne sont pas payés très cher dans des pays du Sud souvent. Et donc on sait aussi que ces technologies, on se les approprie, on en voit le résultat et les bénéfices comme ça, sans voir l'effet, le masque en étant masqué sur l'impact réel aussi. Et du coup, c'est aussi ces aspects-là que je trouve intéressants. Et c'est là où l'artisanat, la valeur des objets de l'artisanat, c'est parce qu'on se disait au tout début, c'est qu'on sait comment ça a été fait, on connaît les gens qui l'ont fait, on connaît leurs gestes, ils sont capables de l'expliquer, de le raconter, etc. Et dès qu'on commence à mettre ces fabrications entre les mains du numérique, par exemple, il y a tout un monde qu'on ne voit pas, en fait, dont on n'a pas conscience, et peut-être qu'on soutient des choses qui ne sont pas très vertueuses et pas humainement très pertinentes ou soutenables, sans le savoir, en fait. Et du coup, c'est aussi ça, typiquement, la démarche low-tech, c'est de se questionner sur tirer la ficelle, en fait, de savoir tous les impacts de ce qu'on est en train d'utiliser. De la pédagogie, quoi. Pédagogie, ouais. Éducation populaire, c'est cet aspect-là. Et le questionnement, la curiosité, tout simplement, en fait. Questionner, je disais au tout début que la low-tech, c'est se questionner sur les outils les outils de son quotidien, ses pratiques de son quotidien, se questionner combien on a d'applications sur son portable, combien d'appareils électroniques on a dans sa maison, de quel type d'outils on a besoin. Est-ce que quand on a besoin d'un outil, est-ce qu'il faut l'acheter ou aller le demander à son voisin? C'est aussi créer du commun, recréer du lien, en fait. C'est ces questionnements-là que tient aussi la low-tech. Remettre un peu de conscience dans nos usages, quoi. Et il y a l'aspect aussi du coup, psychologique que tu évoquais, Julien. Je ne sais plus quel exemple tu étais, mais lorsqu'on le sait pas, oui, c'est Céline Dion, voilà, c'était ça, c'était Céline Dion. On ne le sait pas, et dès qu'on le sait, sur le récit, oui, sur l'intérêt de, là, c'est pour les personnes qui achètent de l'artisanat. C'est finalement, si les produits deviennent indiscernables entre un produit généré automatiquement et celui de la main de l'homme, c'est tout le discours qu'on va faire autour qui peut compter. Mais pour le métier même d'artisan, c'est peut-être la question du sens, parce que par définition, un métier de sens. Il y a des des anciens urbains, je sais pas, c'est néo-urbains. Néo-ruraux. Les néo-ruraux, voilà, qui font un métier d'artisanat pour retrouver du sens, pour retrouver la matière. Et petit à petit, le métier peut être grignoté par l'automatisation, par l'IA. Et donc, si on prend un métier de graphiste, c'est quand même beaucoup d'ordinateurs à présent. Et finalement, les étapes intermédiaires, le réel disparaît. Donc, il y a évidemment encore beaucoup d'aspects, mais c'est un ratio à voir. Est-ce que à 30%, on a quand même le contact, mais à partir de quel moment on perd ce qu'on était allé chercher? Et c'est peut-être une trajectoire sur laquelle il faut être vigilant, à la fois pour rester indépendant, garder l'autonomie, mais aussi trouver le sens qu'on est allé chercher. Ouais, et puis avoir aussi, économiquement, il faut que ça soit viable aussi, quoi. C'est-à-dire que si imaginons la crise de la quarantaine, je lâche tout, je deviens artisan ou même maraîcher. Moi, je deviens artisan low-tech. Comment on fait, en fait? Oui, il y a un philosophe qui s'appelle Jacques Ellul, qui avait écrit en 1975 un livre qui s'appelle Le système technicien. Et il parle de l'artisanat. Il dit finalement,
l'artisanat va sûrement a encore de beaux jours devant lui, mais un artisanat qui est en fait complètement derrière une énorme couche technologique, industrielle, et c'est ce grand système technologique qui laisse ça un peu en lot de consolation, qui nous fait un peu rêver. On se dit, ah, l'homme, c'est beau, le geste, etc. Mais il n'empêche que pour que ce système existe, artisanal, il n'y a pas une énorme économie, il est un peu protégé, mais c'est un peu un dérivatif pour oublier que derrière tout ça, la majeure partie du monde fonctionne sur un tout autre mode. Est-ce qu'il y a des réactions? Oui. Oui, bonjour. Alors moi, c'est plus pour faire un retour d'expérience et plus pour redonner de la technique plutôt que du sens. Je suis designer et prestataire numérique, c'est-à-dire que je travaille pour des artisans afin de leur développer leurs objets sous forme numérique pour que ce soit produit par des machines de fabrication numérique. Et donc j'arrive à voir à peu près bien les contextes dans lesquels les technologies sont utilisées. Donc Monsieur Gobin, vous disiez que ce qui définissait l'artisanat, c'était peu importe la technique, c'est d'abord le sens. Je travaillais beaucoup en scénographie. Je me considère un peu comme artisan aussi parce que tout ce que je dessine virtuellement, je sais le fabriquer à la main. J'étais sur les chantiers, etc. Mais au final, ce qui est rendu au spectateur, c'est l'émotion qu'il va avoir devant l'exposition, devant les arts, qui vont lui être présentés, et même les beaux mobiliers. Mais cette exposition-là, elle sera entièrement faite en numérique, parce que ça permet, dans des temps et des budgets qui sont très contraints, de préparer énormément de choses à l'avance et de gagner beaucoup de temps en chantier et beaucoup de temps en préparation. Je fais que des mécanos. Par contre, pour d'autres partenaires, amis, copains qui vont plutôt faire de l'ébénisterie, on va rester sur un certain nombre de pièces, pas forcément tout l'objet qui va passer en numérique, parce qu'ils vont avoir besoin de finir à la main. Donc je dirais que le numérique, c'est pas le diable, c'est pas non plus la vérité absolue. Ça dépend vraiment des projets, ça dépend aussi des échelles. Pièces uniques, pièces multiples. Et puis, vous disiez aussi, qu'est-ce qu'on veut apporter, c'est pour reboucler avec la discussion de ce matin où on parlait de circularité. Quel sens on veut donner à l'artisanat, à nos pratiques, parce qu'on veut tous fabriquer localement, on ne veut pas aller faire notre usinage au Portugal ou faire notre matelassage je ne sais pas trop où, au Maroc, etc. On veut proposer aux gens qui sont à côté de chez nous des belles pièces à des prix compétitifs. Et c'est ça le nerf de la guerre, tout en nous réussissant à gagner notre vie. Et à ce moment-là, l'automatisation, la virtualisation, quand je dis virtualisation, je parle vraiment de construire l'objet dans un monde virtuel. Moi, quand je construis un objet dans le monde virtuel, je suis déjà dans le réel parce que je le fabrique vraiment comme si j'étais sur un atelier. Et cette virtualisation-là, elle nous permet d'anticiper énormément de choses, énormément de coûts. On peut vraiment apprécier la vie de l'objet dans le virtuel avant de se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et c'est peut-être des solutions qui vont nous permettre de réussir à solutionner l'équation de la circularité, du recyclage, du fabriqué local. Donc moi, je mets pas toutes mes attentes dans le numérique, mais je sais que c'est un levier qui est hyper fort. Voilà, juste. Merci. Ce serait intéressant d'avoir d'avoir des retours d'artisans qui travaillent vraiment avec la technologie. Bonjour, Guillaume André, je suis vitrailliste et je fais de la décoration sur verre aussi. Et alors ce que j'ai à dire, je pense que ça rejoint un petit peu ce que disait notre camarade juste avant, sur les aspects positifs, parce que c'est vrai que donc tout ce qui est high-tech, etc., on a conscience du coût écologique, humain, etc. Et en même temps, donc, ça peut être d'un point de vue purement pratique, dans la conception, faciliter certaines étapes.
Et d'un point de vue purement créatif, ça ouvre aussi des possibilités. J'avais vu des choses notamment sur de la pâte de verre, des moules de pâte de verre qui étaient conçus par imprimante 3D pour réussir à faire des degrés de détail ou des choses un petit peu cachées ou au milieu de la pièce qui ne seraient pas forcément possible vraiment de faire à la main. Donc du coup, ça peut ouvrir des solutions créatives en fait, vraiment d'un point de vue artistique et créatif. Et à titre personnel, moi je travaille donc avec des vitraux et de la décoration sur verre sur des écrans. Donc je fabrique des vitraux que je colle sur des écrans d'ordinateur ou de télévision. Et puis on va avoir un rétroéclairage qui est donné par l'écran, et puis ça permet de rajouter de l'image, de connecter avec des webcams, etc. Donc c'est vrai qu'on est toujours un petit peu pris à la fois entre le côté zut, c'est pas du tout écologique, c'est très énergivore, etc. Et puis en même temps, ça ouvre plein de portes en termes de créativité. Voilà. Je pense on va laisser nos invités réagir, et je pense qu'il faut bien distinguer aussi la technique, la technologie et l'intelligence artificielle générative. Je pense que c'est des choses complètement différentes. Enfin, ce serait bien de redistinguer tout ça. Pour meubler en attendant, juste oui. Un des grands buts de tout cela, c'est l'efficacité. Donc évidemment, il y a beaucoup de gains qui sont absolument pas à nier, hein. Et je trouve ça évidemment normal que le métier évolue avec l'IA et avec la technique, avec la technologie. Mais le point peut-être, c'est de garder un contrôle sur les étapes intermédiaires. Comme vous gardez un contrôle, vous connaissez, vous n'êtes pas en passivité. Or, plus on est dans des systèmes où c'est automatisé, en tout cas numérisé, plus à terme, en tout cas on peut s'y attendre, le système fasse pour vous tout ça. Et donc vous dites à la fin, je veux juste quelque chose qui ressemble à ça. La modélisation est faite et finalement vous perdez le savoir-faire. Alors quand on a du métier, de l'expérience, qu'on a été formé entre guillemets à l'ancienne, évidemment on a tout le recul. Mais je pense plutôt à terme, dans l'évolution sur peut-être 2-3 générations, peut-être que ça va ouvrir de nouveaux champs où il y aura toujours une emprise humaine importante pour avoir l'esprit critique et connaître les contraintes. Mais on peut s'attendre peut-être à une passivité qui ferait qu'on serait davantage un utilisateur qui délègue, comme si on avait un assistant finalement et que l'apprenti devient le maître. Et le maître n'a plus la connaissance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais voilà, voyons jusqu'où ce qui est délégué pourrait être fait sans votre contrôle. C'est une question ouverte, hein, j'ai pas la réponse. Juste, ouais, je vais préciser juste. Il y a deux choses. La première, c'est sur l'intelligence artificielle. On n'a pas précisé, mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas de l'intelligence, c'est juste, c'est un programme informatique qui est capable d'explorer un nombre phénoménal de données. Et plus il a de données, justement, plus les statistiques qu'il va tirer de ces données donneront des choses pertinentes pour nous et des fois surprenantes. Et dans le cadre du fait d'aller chercher plein d'informations qui seraient extrêmement chronophages pour nous, humainement, ça peut avoir du sens dans des données qui sont éclatées, etc. Ça a moins de sens si on a une base de données, par exemple, qui est bien ordonnée, et de mettre une intelligence artificielle, ça n'a pas vraiment de sens si on a bien fait son programme informatique. Et du coup, là, ça offre de nouvelles perspectives parce que du coup, ça crée des combinaisons qu'on, humainement, n'aurait pas eu le temps d'imaginer. Et ça peut permettre de ramener des informations très rapidement sur des bases hétérogènes. Donc c'est en ça où c'est un outil séduisant en fait aujourd'hui qui permet d'explorer plein de possibles. Et donc voilà, c'était juste pour recadrer ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et après, pour l'aspect de la technologie, encore une fois, moi, de mon point de vue, j'ai passé mon temps à travailler sur les technologies. Je ne suis pas contre les technologies. C'est la low-tech, ce n'est pas ça. C'est de questionner l'usage des technologies. C'est d'être conscient que toutes ces technologies, on ne les aura pas tout le temps. Donc, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète juste là. Et effectivement, l'utiliser dans son quotidien, pour moi, en fait, c'est une forme d'artisanat, ce que vous décriviez. En fait, j'ai développé des logiciels, donc je sais qu'il y a une forme de satisfaction à réussir à fabriquer des objets ou des programmes, etc. Et je considère ça aussi comme une forme d'artisanat quelque part, même si. Et du coup, l'autre aspect là-bas sur le vitrail, je me dis que l'objet artistique,
c'est l'objet numérique, en fait, de ce que je comprends. Si vous mettez des vitraux sur des écrans, etc., c'est que l'objet numérique devient presque partie intégrante de l'œuvre. Et du coup, c'est une forme d'art aussi, pourquoi pas, en fait. Et c'est pas... Enfin, voilà, c'était juste une remarque que ça me tirait. Merci. Alors, du coup, moi, je suis artisan. Je voudrais revenir sur le sens des techniques et vous êtes parti sur beaucoup de choses. Je ne vous cache pas que vous m'avez beaucoup perdu à certains endroits. En fait, vous parlez beaucoup d'artisanat. Je pense qu'en fait, c'est le savoir-faire. C'est ça qui compte. C'est-à-dire que quand on travaille par exemple de la sculpture en numérique type ZBrush ou de le faire en sculpture, la démarche intellectuelle est la même. C'est juste que l'outil est différent. Il peut être en numérique, c'est ce que fait monsieur, beaucoup de choses en numérique, avant de le faire en concret. Mais en fait, la démarche intellectuelle est la même. L'artisan a besoin de trouver le bon outil qui correspond à ce qu'il veut réaliser à la fin. Qu'il utilise le numérique, c'est juste un outil comme un autre, en gros. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je fais de la gravure, je travaille à la main, mais je peux utiliser le laser, je peux utiliser la vectorisation, je peux utiliser ce genre de choses. Ce sont des outils qui vont m'aider sur certaines pratiques. Mais l'essence même, c'est de, en gros, répondre à une demande. Un artisan, parce qu'on est quand même sur un salon des métiers d'art, ça reprend. Il y a l'artisanat d'art, il y a l'artiste. C'est plusieurs choses différentes. Dans votre démarche, vous êtes sur une démarche à la fois artisanale au niveau de la mosaïque, c'est-à-dire que vous répondez à une demande qui va consister à restaurer une œuvre déjà existante, et vous avez aussi une démarche artistique où vous allez vous appuyer sur votre savoir-faire pour aller développer quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore. En soi, la mosaïque, on peut très bien imaginer à long terme qu'une machine peut découper, générer des erreurs, vous en avez parlé tout à l'heure, la machine peut le faire, elle le fait déjà. On est déjà capable de faire ça pour faire genre c'est fait à la main. On le voit sur la fabrication, par exemple, d'un pot en verre, on peut générer pour faire genre ça a été soufflé. Bon. En mosaïque, on peut très bien imaginer une machine qui, en fonction de la couleur, va choisir le bon matériau, le couper avec des formes différentes, le placer, trouver la bonne colle, tâter au bon endroit pour que ça appuie au bon endroit comme il faut. Ça peut le faire, en fait, ça existe. En fait, c'est plutôt au niveau de le sens des techniques, c'est la plus-value de l'humain à travers ça. C'est savoir ce qu'on recherche sur notre démarche artisanale, c'est le côté qu'est-ce qu'on apporte en fait nous-mêmes, sur quoi on s'appuie le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est faire des gammes. Comme pour apprendre un instrument de musique, il y a des instruments qui sont plus faciles que d'autres à apprendre. Par exemple, si on veut apprendre le piano, on va commencer sur les petites touches, et puis petit à petit, on va apprendre, on va développer son activité, son savoir-faire. Si on veut faire du violon, c'est plus difficile d'accès. La mosaïque est peut-être plus difficile que de la céramique, mais plus facile que d'autres métiers. Enfin, le numérique, c'est pareil. On fait des gammes. Quelqu'un qui ferait du stand-up, c'est pareil. C'est une démarche artisanale, puisqu'il il va faire des erreurs, il va se planter, et petit à petit, il va progresser, il va développer. L'outil numérique fait juste gagner du temps sur certaines choses, permet qu'on ne les fasse pas directement dans le concret. On va d'abord faire les échecs peut-être sur du virtuel et tenter des choses. Donc le sens des techniques, pour moi, c'est de travailler plutôt sur c'est quoi le but, pourquoi on travaille. Est-ce qu'on travaille pour une création? Est-ce qu'on travaille pour répondre à une attente d'un client? Quel est l'outil le plus adapté? Quand je fais de la pièce unique, peut-être que ça vaut plus le coup que je le fasse à la main. Sur certaines parties, il faut mieux que je le fasse à la machine. Et par contre, il faut que je pense que si la machine tombe en panne, comment moi je rectifie le tir derrière? C'est ces démarches-là. Et un bon artisan, c'est quelqu'un qui va travailler autour de ses outils, mais c'est les outils dans le sens large, en fait, et qui est capable d'avoir toujours un plan B, en fait. Le principe, c'est d'avoir un plan B. À quel moment on garde le contrôle de son environnement, quoi. Et à quel moment on se fait dépasser par... Un bon artisan, c'est ça. C'est un bon artisan, c'est ça. Quelqu'un qui va faire, par exemple, des sites internet et qui va être capable de trouver dans du code, c'est un savoir-faire, c'est l'expérience qui va apporter ça. Il n'y a pas d'expérience dans l'IA. C'est-à-dire que si on fait générer, par exemple, un site internet avec l'IA, si jamais il y a une erreur de code à un endroit, on est incapable de la retrouver. L'artisan qui le fait de A à Z est capable de retrouver où est-ce qu'il y a eu le problème. Ou du moins, il est capable d'identifier où est la source de son problème. Si à un moment, mosaïque, je connais assez peu, mais si par exemple il y a des endroits où ça se décolle, admettons, c'est peut-être parce que ça n'a pas. Je suppose qu'il y a un ciment, quelque chose, c'est pas assez souple, ou justement un matériau qui mériterait, qui souffre de l'humidité, des choses comme ça. C'est votre expérience qui va faire que vous pouvez pallier à ces problèmes-là, je pense. En fait, là où. Je suis perdu aussi. Là où. Moi, ma limite par rapport à l'idée d'inventer une machine qui pourrait faire une mosaïque à ma place, c'est que quand je conçois une mosaïque,
c'est pas que des formes, c'est aussi de la matière, c'est aussi de la brillance. Et donc une machine qui peut assembler, découper et assembler des pâtes de verre, du grès, du marbre, des choses qui sont émaillées sur une face, qui sont teintées dans la masse, je ne saurais même pas par quel bout la prendre en fait. Donc, oui, c'est ça. Oui, c'est en ça. C'est en ça que, pour moi, il y a certaines mosaïques où je travaille avec des matières qui sont complètement mates, mais à certains endroits précis, il faut mettre une pointe de brillance ou une tesselle en or blanc ou une tesselle en or jaune parce qu'il faut redonner une lumière, une brillance, quelque chose qui capte l'œil. J'imagine pas une machine capable de faire ça. Même si on peut l'imaginer, est-ce que c'est souhaitable Parce que de toute façon, en plus, il faut la générer, il faut des matériaux, il faut des ressources, il faut. Je pense que tout est possible, on peut tout faire, mais est-ce qu'on a envie que tout se fasse, quoi ? En fait, c'est ça. Bonjour à tous. Après, je trouve qu'il y a un truc auquel on n'a pas trop parlé, c'est la typologie des besoins. C'est-à-dire que l'industrie, elle a été aussi développée pour répondre à des objets pour une population de masse. Et c'est là où il y a la notion d'artisan, artiste, industrie, même aujourd'hui le côté où des entreprises, ou même des grandes entreprises qui se disent artisans. Donc peut-être qu'il y a une démarche artisanale ou autre, mais qui sont plus, pour moi, qui relèvent plus de la semi-industrie, voire carrément de l'industrie, qui s'adressent à une typologie de personnes qui recherchent des produits à des coûts, parce que ça va être le principal moteur, ça va être le coût de l'objet en lui-même, et pas forcément la manière dont il est fait, l'histoire qu'il y a derrière, le savoir-faire qu'il y a derrière. Et en fait, il y a aussi cette notion-là où on ne peut pas vendre n'importe quoi aussi à n'importe qui, et on ne peut pas mettre n'importe quelle technologie en face de n'importe quel objet aussi. Il y a des choses. C'est un peu ce qu'on disait sur la manière dont c'est fait. À partir du moment où on sait comment c'est fait, et ça peut casser un peu le mythe derrière. Si on achète une œuvre d'art, comme une œuvre d'art d'un artiste parce qu'elle nous a touché, puis que derrière on nous dit en fait c'est un robot qui l'a réalisé avec une assistance artificielle qui a généré ça, tout de suite ça casse le mythe alors qu'on pensait avoir l'œuvre d'un grand peintre ou autre. Il y a ça aussi, cette notion de hiérarchie de produits par rapport à des besoins et autres. Et cette notion de prix, vouloir tout généraliser, que tout le monde veut tout à moindre coût, avec des valeurs écologiques et autres, je trouve que c'est pas forcément bien, parce qu'il y a des gens, clairement le prix c'est pas le souci principal, quoi. C'est ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de beau, d'esthétique, d'élégant, de raffiné, avec du goût, avec une histoire derrière. Et le prix, clairement, il y en a, ils s'en tapent. Au contraire, il y en a d'autres, ils n'ont pas forcément les moyens, ils vont vouloir quelque chose de très fonctionnel, d'utile, pas très cher, avec un minimum de valeur qui leur correspond. Et donc, du coup, ça génère des façons d'aborder le produit de manière différente. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des artisans, il y a des industries, des semi-industries, des entreprises et des artistes. On a parlé ce matin. Donc, merci de rebondir sur la table ronde de ce matin. Mais c'est vrai que il y a des gens qui sont prêts à mettre plus cher pour plus de sens, en fait, clairement. On en a parlé avec Florence qui travaille la laine ce matin. Pose une question du coup. Parce que dans mon imaginaire, un artisan d'art, en fait, historiquement, c'est quelqu'un qui, ce que vous décriviez tout de suite, qui reproduit des gestes et qui a atteint une certaine technicité dans sa spécialité. Je veux bien. Pardon. Alors pour moi, pour avoir étudié un peu le truc, c'est qu'un artiste, c'est quelqu'un qui va s'exprimer, qui va parler, qui va dire quelque chose, en espérant que ça touche un public. L'artisan, si on part vraiment sur l'artisanat, c'est quelqu'un qui répond à une demande. C'est-à-dire c'est pas lui qui parle, on lui parle et il répond. Il n'est pas dans la démarche de « je m'exprime ». Quand on est sur une démarche créative, comme vous, c'est ce que je disais, j'ai distingué les deux. Quand vous répondez à une demande de rectifier ou de restaurer une œuvre, vous êtes dans une démarche purement artisanale. Quand vous êtes dans de la création, vous êtes dans une démarche artistique.
parce que vous exprimez. L'artisanat d'art, puisqu'on est ici sur un salon des métiers d'art, on est vraiment sur cette ligne entre les deux, parce que en fait, l'artisan, un bon artisan, c'est quelqu'un qui va répondre à la demande du client juste un peu mieux. S'il fait 10 fois mieux, c'est qu'il perd de l'argent. Mais s'il répond un peu mieux, qu'il apporte une réponse meilleure que celle attendue, ça devient intéressant pour lui. Et si du coup, c'est cette petite part, elle est artistique, puisqu'on a, on a des métiers dans le bois, la mosaïque, pour moi, le métal, on est sur des choses on apporte un côté artistique. C'est là où ça devient un artisanat d'art. Mais en soi, l'artisanat, pour moi, c'est pour ça que tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de parler d'artisan. Pour moi, c'est du savoir-faire. C'est pas la même chose. L'artisanat, il va répondre à une demande. Et du coup, si la demande, elle est mieux répondue parce que par le numérique, qu'ils aillent dans le numérique. Donc le sens des techniques, on part sur du numérique. Si là, il faut un mix des deux, on fait un mix des deux. Et s'il y a des choses, il faut du pur manuel, c'est du pur manuel, c'est tout. Derrière l'artisanat, il y a aussi une certaine philosophie de vie. En fait, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a une manière d'exercer l'artisanat, qu'il y a peut-être certainement plusieurs manières d'exercer le métier d'artisan. Mais ce qu'on a un peu exploré, c'est qu'est-ce qui sous-tend la pratique de l'artisanat. Est-ce qu'il y a derrière des valeurs? Est-ce qu'il y a une manière de voir les choses, une manière de vivre? Je ne sais pas. Du coup, ouais, mais est-ce qu'on peut... Bon, oui. En fait, pour moi, l'artisanat, justement, c'était mettre en exergue une compétence technique, un savoir, une forme d'art, en fait, effectivement. Et du coup, ce que je me disais, c'est qu'avoir recours à des outils numériques, notamment, peut avoir, je pose le truc comme ça, hein, peut avoir tendance à dénaturer le geste, en fait, ou à mettre le geste au milieu d'autres techniques. Et l'aspect, peut-être que ce que tu disais, Amaury, qui se cache derrière l'œuvre, en fait, c'est qu'elle a été faite par un humain qui avait un savoir et qui met en exergue, en fait, ses compétences au service d'un objet. Et du coup, c'est là où le numérique peut être un outil purement utilitaire pour répondre à un besoin commercial, puisque de ce que j'entends, il faut que si l'œuvre elle est juste un tout petit peu au-dessus de la qualité attendue du client, ça peut être suffisant, en fait. Et pour moi, il n'y avait pas de notion financière dans la démarche artistique, enfin d'artisan d'art. C'était de faire un objet le plus abouti possible selon ses compétences et son acquis, en fait. Mais ok. Ok. Je rajoute juste ce que je voulais dire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ce matin aussi on a abordé le fait de produire en série. Vous parliez de produire en série, produire des pièces uniques, petite échelle, grande échelle. Et ce matin on a abordé pas mal la notion du réemploi. Et en fait il y a une entreprise qui commence à produire en série du réemploi. Donc ce que je veux dire c'est que voilà, c'est pas forcément binaire, on peut mixer les notions. On prendra une dernière, avant que Julien interrompe, on prendra une dernière question et ensuite on sera au terme de la table ronde. Très très rapidement, vous avez tout à fait raison. Et dans la pensée cybernétique, justement, dès que une pensée ou un acte est asservi à un objectif que nous n'avons pas posé nous-mêmes, en l'occurrence un client, eh bien dans cette pensée, dans cette vision du monde, tout peut être en tout cas technicisé, automatisé, etc. Le but, c'est de produire au mieux possible, trouver la meilleure façon. Dès qu'il est question de faire, quand la personne asservie au but, on lui demande de poser elle-même ses propres buts, en l'occurrence dans une vision artistique, une plus-value qui vient d'elle-même, à ce moment-là, il y a quelque chose d'unique qui échappera à ce système. Donc c'est juste pour dire que l'excellence peut être atteinte par la technique, mais l'art, non. Voilà, c'est l'idée de la cybernétique, tout à fait. Voilà. Donc bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis dans l'artisanat, plutôt du côté du métal, et je trouvais votre approche hyper pertinente et je trouvais ça même super intéressant d'aborder la notion économique qui paraît quand même essentielle. Je pense qu'il est hyper important dans le cœur de ce débat de rappeler la proportion de la demande. Comment est-ce que la demande est constituée? Avoir une démarche artistique, c'est très bien. L'artisan fait aussi son travail de son côté. Travailler pour la gloire, c'est une bonne chose, c'est louable. Cependant, on a quand même besoin de manger, de générer de l'argent, d'où l'importance et l'intérêt de travailler avec les technologies pour nous simplifier les tâches, pour gagner du temps sur les productions et de fait générer des revenus en baissant le coût de nos pièces sur un marché qui de manière générale est très tendu. Et de fait, je pense qu'il est très important de ne pas oublier que la très grande majorité de la demande à laquelle nous nous confrontons,
ne peut pas se permettre d'acheter un ouvrage qui a été fait strictement à la main, un objet qui va défendre des vertus, des valeurs. Ça reste une proportion très minime de la demande. Et je pense que c'est important de recentrer ce qui nous fait vivre, à savoir cette demande-là. Alors, moi, en ce qui me concerne, en fait, j'ai pas, je n'ai que des gens qui demandent quelque chose que je fais de mes mains. Donc, je sais que je suis un cas un peu à part, mais je peux pas, je sous-traite pas. C'est pas forcément de la sous-traitance, mais je peux pas déléguer en fait à quelque chose de numérique le travail que je fais. Oui, c'est des particuliers ou des entreprises où il m'arrive de faire beaucoup des tapis d'entrée dans des magasins, dans des restaurants, des façades avec les logos des magasins, des entreprises. Mais en revanche, c'est vraiment fait de A à Z de mes mains. Mes outils. La pince. Je ne peux pas m'empêcher, je suis désolé. Non, mais c'est bien. Mais en fait, dans l'artisanat, moi j'utilise des échoppes. Mes échoppes, elles sont manufacturées, elles sont faites par des machines à la chaîne. Est-ce que du coup, on considère que parce qu'on met que la petite touche finale, finalement, c'est le travail qu'on fait, la petite touche finale. C'est pas juste ça ce qu'on fait, on est d'accord. Mais mine de rien, on peut pas faire sans certains outils. Je travaille avec un microscope. Oui, non, moi je travaille avec une pince. Oui, mais elle a quand même été faite par une machine. Oui, elle a été faite par une machine. Donc maintenant, elle est peut-être faite numériquement. Elle est peut-être. Donc en fait, c'est à quoi ça sert? C'est-à-dire que là, en fait, c'est toujours le but, c'est ce qu'on parlait sur le fait qu'il y a un client. Vous êtes le client de l'entreprise qui fabrique des pinces. Enfin, c'est ça qui. Si on va jusqu'au bout, c'est le sens de la technique. Oui, là, ce qu'on veut, c'est raconter l'histoire. C'est le storytelling, un peu ce qu'on parlait là-dessus sur le low-tech, parce que vous avez parlé, on en a pas reparlé. J'avais beaucoup envie de poser cette question là-dessus sur l'utilité. Est-ce que nos métiers sont utiles? Factuellement, faire du beau, est-ce que c'est utile? C'est une vraie question. C'est une question philosophique. La attention. beauté sauvera le monde. Je pense on arrive au terme de cette table ronde. Je vous remercie beaucoup merci beaucoup aux intervenants. On est parti dans beaucoup de sens et c'était très, très riche. Merci pour votre participation.